Sur comment tisser féminisme et écologie. En fait, on avait envie de commencer par faire un petit panel des luttes qui en fait ont déjà incarné cette volonté-là, qui ont déjà commencé à incarner féminisme et écologie. Et aussi, avant de commencer, j'ai envie de dire que on va beaucoup utiliser le terme de femme pendant cette présentation. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes dont on va parler, toutes les personnes dont on va parler étaient ou sont des personnes cisgenres, c'est-à-dire dont le genre correspond à celui féminin qui leur a été assigné à la naissance. Donc typiquement, en fait, ça veut dire que ce sont pas, qui ne seraient pas des personnes non binaires ou transgenres, par exemple. Donc une des luttes qu'on voit là à l'image, les plus connues, parce que c'est une des seules qui est vraiment documentée, c'était donc en 1980, la Women's Pentagon Action. C'était donc en Pennsylvanie, aux États-Unis. Des femmes et des minorités de genre se sont réunies au prétexte en fait, de la fonte du réacteur de 3 Mile Island, pour protester contre la militarisation et la nucléarisation de la société, en utilisant notamment les émotions qu'elles ont théâtralisées, que ce soit le deuil sur la première image, ou la colère, ou le défi, qui a donné lieu à une action directe de tissage des portes du Pentagone, où elles ont manifesté. Voilà, elles ont utilisé ces émotions-là pour, comme elles disaient, mettre les questions morales sur la table. Et donc, en 1981, on passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et entre 81 et 2000, donc c'est-à-dire sur pratiquement 20 ans, à Greenham Common, en Angleterre, il y a des milliers de femmes qui ont occupé, en non-mixité, une base militaire où le gouvernement voulait lancer des missiles nucléaires. Et donc, quand je dis en non-mixité, c'est-à-dire sans hommes cisgenres, selon la définition que Lorraine a donnée. Donc, par exemple, à la veille du Nouvel An 1982, 40 d'entre elles ont escaladé donc, illégalement les clôtures de la base nucléaire et ont dansé pendant des heures sur des silos en construction. Et sur l'image là, vous pouvez voir, donc c'était le 1er avril 1983, il y a une chaîne humaine de 20 km qui entoure le site pour s'opposer à sa construction. Voilà. Et ça a continué encore très récemment, puisque en septembre 2019, à Bure, dans la Meuse, 500 femmes et minorités de genre se sont rassemblées en mixité choisie, donc sans hommes cisgenres, mais mixité choisie, c'est comme la non-mixité, mais en insistant sur la trans-inclusivité. Et on marchait pour contester le projet CIGEO d'enfouissement massif de déchets nucléaires. Une mascotte géante, donc on voit ici à l'image, représentant une chatte radioactive à 8 pattes, a été brûlée devant le laboratoire qui porte le projet, donc l'ANDRA. Et un feu de joie a été improvisé et le groupe a dansé au rythme de slogans tels que « Vous n'enfouirez pas nos colères féministes et antinucléaires ». Et c'est moi qui continue. Depuis 1977, il y a aussi des Kenyanes qui s'organisent pour replanter des arbres en réponse à la déforestation qui détruit leur lieu de vie. Et c'est le mouvement de la Green Belt, littéralement de la ceinture verte. Et il y a énormément de luttes en fait, à travers le monde. Et en Amérique latine, cette lutte est acharnée et elle mobilise des femmes sur des territoires qui sont dévastés aussi par la violence militaire, le rachat des terres paysannes par des multinationales et les féminicides. Donc en fait, ce type de lutte fait intervenir, c'est un féminisme communautaire qu'elles appellent, puisque du coup c'est à revers d'un féminisme qu'elles ressentent comme imposé à leur milieu, qui serait du coup blanc bourgeois occidental, et elles préfèrent aussi donc revaloriser par ces luttes-là à forte dimension décoloniale, les pratiques et les conceptions culturelles locales qui sont des éléments centraux de leurs identités. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler, si on voulait mettre en nom, un écoféminisme décolonial, et qui va aussi se retrouver chez des militants et militantes autochtones au Québec, qui vont s'opposer à l'extractivisme minier qui est fait par des entreprises, et du coup qui les chassent de leur territoire. Et donc la lutte est là pour qu'ils puissent y rester, qu'elle puisse y rester. Après, il y a aussi une autre, on va dire une autre sorte de lutte, c'est-à-dire une lutte au quotidien qui est celle aux États-Unis en fait entre les années 70 et 2010, il y a des communautés de femmes lesbiennes rurales qui se multiplient et qui en fait cherchent à réinventer des manières de vivre au quotidien ensemble et dans la ruralité et en non-mixité du coup. Ouais. Et au-delà de ces luttes féministes et écologistes, il ne faut pas oublier toutes les personnes impactées par ces industries au quotidien, donc les industries nucléaires par exemple. Donc en Polynésie et en Algérie, les personnes qui sont impactées par les essais nucléaires français, au Niger par les pollutions de mines d'uranium, et aussi tous et toutes les précaires de la sous-traitance nucléaire, les maires de Fukushima,
les femmes de Plogoff ainsi que les guêpes de Fessenheim. Donc ce sont tous des territoires qui ont été impactés soit par des catastrophes nucléaires, soit par l'implantation de centrales nucléaires, années 70 pour Plogoff en Bretagne et Fessenheim en Alsace, et où ce sont des femmes qui ont été les premières à se mobiliser pour défendre justement ce territoire, en ce qui était considéré comme l'absence des hommes, notamment, enfin à Plogoff, c'était des marins, donc ils étaient en mer la plupart du temps. Voilà. Et comment ? Oui, parce qu'en fait, ça, c'est pas, enfin, sur l'ensemble des années, au début, c'était les premières à se mobiliser. Ça ne veut pas dire que sur l'ensemble des années de la mobilisation, elles étaient les seules. Après, il y a eu des très grandes manifestations avec des appels à converger à Plogoff de toute la France, comme on peut retrouver à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure en Meuse. C'est-à-dire, il y a des événements voilà, pour montrer qu'il y a du nombre qui lutte contre ces projets-là. Oui, voilà. Bon, s'il vous plaît, on passera peut-être. On n'a pas beaucoup de temps, merci. Et donc on peut aussi souligner le fait qu'il y a un écoféminisme qu'on pourrait appeler vernaculaire, c'est-à-dire plein de personnes qui se revendiquent pas de cette étiquette écoféministe, qui revendiquent pas leur lutte comme telle, mais qui en fait au quotidien incarnent les fondements de l'écoféminisme, c'est-à-dire par exemple en vivant dans un milieu avec lequel ces personnes-là vont cohabiter, vont respecter, vont vouloir défendre par leurs actions quotidiennes. Et donc en fait là, ce qu'on a essayé de vous montrer en faisant ce rapide historique, c'est que l'écoféminisme passe par une pluralité de formes de résistance. C'est-à-dire, ça peut être des prières, ça peut être des chants, ça peut être des actions directes, ça peut être des danses. Et donc en fait, parler d'écoféminisme au singulier et comme quelque chose d'unifié, c'est pas pertinent et ne rend pas justice à son foisonnement. Et donc maintenant, on va se demander justement repartir dans les fondements un peu plus théoriques de qu'est-ce qui fait le lien du coup entre les luttes écologistes et féministes. C'est ça, donc un peu des revendications communes qu'on peut trouver à travers toutes ces formes de lutte. Un des propres de l'écoféminisme, du coup, s'il fallait en nommer, ce serait de mettre en lumière le fait que des systèmes de domination et d'oppression se répondent et s'articulent. Donc ces systèmes, ce sont le sexisme, le racisme, le capitalisme et l'impérialisme, pour ne nommer que. Et ces derniers créent en fait des groupes sociaux qui sont divisés et hiérarchisés. Et certains des groupes ainsi créés se situent tout au bas de l'échelle sociale et raciale et vont subir simultanément une, voire plusieurs, voire toutes ces oppressions. Par exemple, ce serait le cas de femmes précaires, de femmes ou de minorités de genre précaires qui vivent dans des pays des Suds. Comment on peut comprendre leur situation et lutter efficacement sans penser ces outils d'intersection, en fait. Donc d'une part, l'écoféminisme va souligner que ce sont les personnes qui sont paupérisées et racisées qui sont les principales victimes des catastrophes environnementales, ainsi que les cibles de politiques mortifères comme la construction de centrales nucléaires et le pillage de ressources, notamment par des multinationales néocoloniales. À cela, l'écoféminisme va aussi souligner, va ajouter que socialement, les femmes sont dévolues aux soins de la famille et des proches. Et dans les pays des Suds, beaucoup plus que par exemple en France, en Occident, ça va aussi passer par le recours à l'environnement direct pour assurer la subsistance du foyer. Donc par conséquent, ce sont ces personnes qui sont les premières à constater et à subir les dérèglements écologiques, mais aussi à résister. Et le slogan « Première impactée, première mobilisée », qui est souvent invoqué dans des luttes justement écologistes et féministes, prend ainsi tout son sens. Et donc un autre lien qui va lier écologie et féministe, c'est-à-dire que les militants et militantes écoféministes dénoncent le rôle économique du patriarcat, c'est-à-dire que le développement du capitalisme, selon ces personnes-là, va de pair avec l'avènement du travail reproductif exercé par les femmes. C'est-à-dire que le capitalisme, en se mettant en place, s'est fondé sur la reproduction de la force de travail qui a reposé sur les femmes au foyer. Et donc soit parce que c'est un travail qui est gratuit et invisible et qui n'est même pas nommé travail par les femmes à la maison, soit il se retrouve aussi sous forme de contrat, et souvent c'est sous les formes de contrat de travail, et ça ce sera les femmes non blanches qui vont le faire, c'est-à-dire qui vont par exemple faire le nettoyage dans les espaces publics ou qui vont être plus souvent aide à domicile par exemple. Ce qui est aussi souligné par les militants et militantes écoféministes, c'est que le capitalisme, sous sa forme libérale, prône des valeurs qui sont socialement assignées au masculin, c'est-à-dire telles que la concurrence, l'individualisme, le rejet des émotions. Et en fait, du coup, les activistes écoféministes, pour certaines,
vont appeler du coup à défaire nos liens au capitalisme, c'est-à-dire dans une perspective entièrement anticapitaliste, à travers la recréation d'économies locales et de subsistance, c'est-à-dire recréer des réseaux d'entraide qui se passent du tout marchand, par exemple. Et aussi à renouer des relations d'interdépendance envers les non-humains, c'est-à-dire se sentir habiter un territoire autant que les êtres vivants non humains. Ah, et après c'est moi. Et donc pour cela, l'écoféminisme se dote d'outils concrets pour agir. Le premier vise à repolitiser les tâches de soins, donc ce qui va être appelé le care dans le monde anglo-saxon, qui est aussi repris en France. Donc là, c'est ce qu'on a écrit sur le PowerPoint, c'est-à-dire que Emilia, du coup, qui est une philosophe qui travaille sur ces questions-là, souligne la nécessité de dénaturaliser le travail de care, c'est-à-dire que pour l'instant serait naturellement fait par les femmes, en gros. De changer de perception, de culture à l'égard de tous ces gestes qui font littéralement tenir le monde, de les écologiser, les politiser, changer de paradigme. C'est-à-dire que le care, parce qu'il est naturellement associé aux femmes, en fait, doit devenir social et politique. Et en fait, il ne s'agit pas de le délaisser, mais qu'il soit incarné par tous les membres d'une société et qui devienne du coup un objet politique. Et en fait, ce fait de se réapproprier on va dire une chose qui a été socialement attribuée aux femmes, ça se retrouve dans le terme du reclaim. Alors, le terme du reclaim, donc c'est encore un mot anglais, et ça veut dire se réapproprier. Et en fait, c'est un peu un fondement hyper important de l'écoféminisme. C'est-à-dire que l'écoféminisme vise à se réapproprier tout ce qui a été dévalorisé par le patriarcat, par le capitalisme, parce que socialement associé au féminin. Par exemple, pour les femmes, se réapproprier leur corps, pour tout le monde, se réapproprier ses émotions, pour les femmes, se réapproprier leur cycle menstruel, par exemple. Et donc en fait, les émotions du coup réhabilitées et en fait politisées, elles deviennent un moteur d'action. Par exemple, à Plogoff, comme on vous a montré, c'est parce que les femmes étaient attachées à leur territoire que quand elles ont appris qu'on voulait faire une centrale nucléaire, elles ont, du fait de l'attachement profond qu'elles y avaient, cherché à lutter contre la construction de cette centrale-là. Et en fait, tous ces termes, que ce soit le reclaim, la politisation du care, c'est des choses, enfin surtout le reclaim en fait, ça peut être des fois des points de réticence vis-à-vis des féminismes, notamment aussi parce qu'il est perçu dans écoféminisme comme une analogie qui serait faite entre femme et nature. Au contraire, en fait, le reclaim, c'est justement une subversion qui sert à dépasser les dualismes hiérarchiques qui ont construit en fait l'armature vraiment de notre société, notamment en Occident. Notamment, enfin, voilà, par exemple au XVIIIe siècle, par les courants de penseurs de lumière qui ont commencé à créer, par exemple, une sphère dans laquelle on aurait mis homme, culture, raison, qui serait séparée de la sphère des femmes, des autrui de la culture, donc du coup les personnes racisées, les non-humains, les émotions, le corps, etc., la nature. Et en fait, ce reclaim permettrait de renverser le double stigmate qui est fait à la nature et aux personnes assignées femmes par cette construction patriarcale de la société, cette construction par laquelle en fait, la nature féminisée et les femmes identifiées à la nature sont ensemble opposées et rejetées de la sphère masculine de la culture. Voilà. Et d'ailleurs, les catégories de femmes et de nature sont aussi remises en question par l'écoféminisme. C'est-à-dire que la nature n'est pas un espace à sanctuariser, à idéaliser ou par exemple à protéger, comme par exemple quand on crée des parcs nationaux de protection où on n'a pas le droit d'aller vivre dessus, mais justement à vivre et à habiter concrètement et pleinement. Et du coup, en fait, à protéger dans le sens où on vit avec elle plutôt que de vouloir s'en éloigner. Et le terme de femme qui du coup désigne une construction sociale qui est binaire, c'est-à-dire il y aurait les femmes et les hommes, et aussi remise en question par un écoféminisme queer qui essaie justement, de la même manière que Lorraine expliquait qu'il y a la raison qui a été séparée des sentiments, le corps, des émotions par certains philosophes des Lumières, vise à questionner l'hétéronormativité, c'est-à-dire que l'hétérosexualité soit la norme dominante dans la société, et du coup, de fait, à questionner les constructions sociales de femmes et d'hommes. Ah oui.
Et donc il y a aussi en fait, mais ce qui a été, donc, effectivement, le mot écoféminisme a été inventé, enfin théorisé par Françoise Aubonne en 1974 dans son livre L'écoféminisme ou la mort. Et donc c'était une théoricienne française, mais aussi une militante. Et en fait, il y a énormément d'écoféministes, si ce n'est toutes, qui s'attachent à dire qu'en fait l'écoféminisme, à la base, c'est un mouvement de lutte politique, et il faut faire très attention à ce qu'il ne soit pas justement institutionnalisé par la sphère académique. Et donc, par exemple, on a Vandana Shiva et Maria Mies, qui sont deux grandes théoriciennes écoféministes matérialistes et militantes, qui disent que les femmes universitaires qui veulent faire plus qu'un simple geste paternaliste pour leurs sœurs plus défavorisées, en luttant contre le patriarcat en tant que système, doivent descendre dans la rue avec leurs études et prendre part aux actions sociales et aux luttes du mouvement. Et donc en fait c'est justement les luttes écoféministes en fait peuvent se dire aussi écoféministes quand elles démarrent, quand les personnes qui les démarrent vivent une oppression ou ressentent la destruction de leur lieu de vie parce qu'elles l'observent, parce qu'elles y vivent et du coup qu'elles développent l'envie de le défendre. Et en fait voilà. Une autre dérive qui serait possible en fait avec cette institutionnalisation de l'écoféminisme, ce serait de cantonner justement ces principes de réappropriation des émotions ou des valeurs de soins qu'on a exposé tout à l'heure à la sphère personnelle une nouvelle fois, et du coup de les séparer encore une fois de l'espace public et d'un réel projet politique. Et ces formes de dépolitisation, ces processus-là, on peut les retrouver de manière très concrète, par exemple avec l'archétype de la sorcière aujourd'hui. Il est depuis quelque temps sur le devant de la scène, et la sorcière, si elle est reconnue à juste titre comme un héritage, une figure d'héritage féministe très fort, avec toute la chasse aux sorcières et donc les féminicides donc de notre histoire, certaines autres personnes vont participer plus de sa dépolitisation en s'attachant à la sorcière comme symbole ou comme archétype, ouvrant ainsi la voie à une récupération capitaliste qui va en fait du coup se réapproprier cet imaginaire et en faire un argument de vente qui serait de ce fait accessible uniquement aux personnes qui ont les moyens d'en profiter, donc les moyens temporels, les moyens financiers. Et tout ça, ça fait partie de Janet Bill, par exemple, qui était une militante écoféministe et maintenant, enfin, éco-socialiste plus généralement, qui pendant un moment a adhéré au mouvement puis s'en est écartée. Elle mettait un peu en garde contre tout ça, pas sur la sorcière spécifiquement, mais en disant qu'il fallait faire attention à ce que l'écoféminisme ne devienne pas un exercice de transformation personnelle, donc de consommation aussi, et qui soit genre uniquement à nouveau dans la sphère privée. Et ça ne collerait en fait pas du tout à ces principes politiques premiers, et ça peut pas être le fondement en fait du projet politique de l'écoféminisme. Voilà, de manière générale, il faut faire attention en fait à l'esthétisation et à l'élitisation en corrélation de ces initiatives qui sont fondamentalement politiques et populaires. Et comme autre exemple en fait d'une lutte écoféministe actuelle, il y a aussi celle des femmes gilets jaunes en fait, qui illustrent bien la nécessité d'une écologie qui soit sociale et d'une justice sociale qui ne peut pas aller sans une justice environnementale et vice versa. C'est-à-dire que dans la manière de concevoir des mesures écologiques, il faut prendre en compte les conditions de vie locales, c'est-à-dire qu'il y ait des services publics à proximité, qu'il y ait des emplois locaux. Et en fait, on voit bien aussi que la lutte incarnée par les femmes gilets jaunes rejette le capitalisme vert, qui est en fait qu'un capitalisme déguisé, qui se font toujours sur le profit, qui font toujours son profit sur l'exploitation des travailleurs, des travailleuses et de la nature. Voilà. Oui, voilà. Et le simple fait qu'en fait un cortège de femmes gilets jaunes existe montre bien qu'il y a des revendications et des besoins qui leur sont spécifiques, qui se fondent pas dans l'intégralité du mouvement gilets jaunes. Donc, pour conclure, ce qu'on a voulu montrer, c'est que quand on parle d'écoféminisme, il ne s'agit pas d'un mouvement unique, généralisable, ni seulement théorique et universitaire, mais d'une nébuleuse de lutte modelée par leur contexte. C'est parce que les gens appartiennent, et les femmes qui luttent notamment, appartiennent à un territoire qu'une lutte va naître, souvent. Et donc pour certaines personnes, l'activiste écoféminisme naît du fait qu'elles se rendent compte que les ressources naturelles sont appauvries et sont détruites.
pour d'autres personnes, c'est plutôt notre cas avec Lorraine, notre activiste écoféministe est née est partie de notre combat contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Mais en fait, quoi qu'il en soit, en Europe, les luttes écologistes et féministes se rencontrent quand des personnes qui les portent sont confrontées au sexisme qui peut exister dans les milieux écolos ou au manque de considération écologiste qui peut exister dans les milieux féministes. Et donc voilà. Donc les militants et militantes écoféministes partout dans le monde s'organisent en mixité choisie et mènent un travail profond de décolonisation des imaginaires, de renversement des structures oppressives qui, par des techniques précises, instillent l'impuissance chez des êtres qui n'ont pas le privilège ni les capacités de se défendre. Donc ces militants et militantes résistent en faisant vivre ou revivre des liens de communauté, l'autonomie politique, ainsi que des relations d'interdépendance avec l'environnement. Que ce soit donc en Indonésie, à Fukushima, au Guatemala, à Bure ou sur d'autres territoires, s'incarne une lutte qui est commune contre le capitalisme, le racisme, l'impérialisme, le sexisme et leur monde. Et c'est pas, même si Bure c'est proche, il n'y a pas besoin en fait d'aller voir sur d'autres territoires très lointains pour retrouver ça. Donc on l'a montré avec les Gilets jaunes, mais aussi parce qu'il y a des collectifs qui naissent en ce moment et qui grandissent et qui se fondent vraiment sur ces questions-là et sur ces envies de faire l'intersection et de lutter de manière commune contre tous ces systèmes. Voilà, merci.